Bonjour à tous, très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous retrouver à distance évidemment, mais c'est évidemment le meilleur moyen de communiquer avec vous tous, Français de l'étranger, Français établis partout dans le monde. Je voudrais commencer par vous dire un immense merci de prendre le temps de vous connecter pour cet échange en visio. Je sais qu'il est parfois bien tôt ou bien tard pour beaucoup d'entre vous. Nous parlons dans le monde entier aujourd'hui et c'est ce qui fait la force de notre famille politique, c'est ce qui fait la force de notre pays. Vous êtes une force extraordinaire pour la France et c'est la conviction que je voulais partager en ouvrant cet échange. La France a la chance de pouvoir s'appuyer sur ces millions de Français qui aujourd'hui la représentent dans le monde entier, qui travaillent, qui agissent, qui rayonnent et qui font rayonner son message, ses talents, ses compétences. C'est cette chance aujourd'hui que nous voulons mettre en avant dans cette campagne pour l'élection européenne qui bien sûr concerne la place de la France dans le monde, la place de la France à l'étranger. Je suis moi-même d'une certaine façon devenu un Français établi hors de France puisque je passe beaucoup de temps depuis 5 ans à Bruxelles, au Parlement européen, et j'ai la grande chance de pouvoir partager cet échange aujourd'hui avec Ronan Le Gleut que vous connaissez bien. Ronan est sénateur des Français établis hors de France, il est président de la Fédération des Républicains qui concerne les Français de l'étranger, qui portent leurs aspirations. Et Ronan, voilà, je voulais te remercier encore d'abord de tout ce que tu fais au sein du mouvement. Ton rôle, ta parole compte et tu le sais, aujourd'hui nous avons de la chance de pouvoir compter sur toi, sur tous nos amis parlementaires qui représentent à l'Assemblée, au Sénat, les Français de l'étranger, mais sur ton travail en particulier pour pouvoir porter cette fédération si singulière et qui compte tellement pour nous. Merci Ronan de partager ce moment. Merci infiniment François-Xavier, merci de prendre ce temps pour échanger directement avec nos plus de 3 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger, qui, comme tu le dis si justement, sont les acteurs directs du rayonnement de la France à l'étranger. Et la France doit changer sa vision des Français de l'étranger. Ils sont des acteurs de notre politique nationale, des acteurs de notre destin national. Et la politique à l'égard de ce que l'on appelle parfois la diaspora, en fait, doit changer de regard et doit justement être tournée vers comment les Français de l'étranger peuvent encore davantage œuvrer au rayonnement de la France dans le monde. Et comment nous pouvons les soutenir pour cela? Parce qu'aujourd'hui, tu le disais, cher Ronan, on en a souvent parlé, on en a parlé aussi avec beaucoup d'entre vous. J'étais il y a quelques jours encore au Liban où j'ai eu l'occasion de partager un bon moment avec les Français qui sont aujourd'hui à Beyrouth, mais aussi d'une manière plus générale dans toute la région. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit au cours des dernières années, quand nous avons eu l'occasion d'échanger, à quel point vous vous sentez souvent ignoré, oublié par la France, à quel point vous avez le sentiment même parfois d'être devant une forme de suspicion entretenue par le discours politique ambiant à Paris, par la politique du gouvernement parfois qui crée des doubles standards, qui crée des inégalités, des injustices profondes souvent entre les Français qui vivent en France et ceux qui vivent en dehors de notre pays, alors que pourtant vous êtes, on le redit voilà, avec Ronan, c'est vraiment le message que notre famille politique veut porter, vous êtes la force sur laquelle nous devons pouvoir compter pour que notre pays retrouve son rayonnement et se fasse entendre dans le monde entier. Alors aujourd'hui on va structurer cet échange autour de vos questions. Vous avez été des centaines à nous envoyer des questions dans la préparation de cette visio suite au message que nous vous avons adressé il y a quelques jours. Et je dois d'abord commencer en vous demandant pardon parce qu'il est certain qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on a essayé de prendre des questions qui sont représentatives de celles qui nous ont été très souvent partagées. Alors je me plonge sur le document qui fait la synthèse de toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et peut-être on peut commencer par la question de Philippe qui vit à New York. Je vis maintenant aux États-Unis, nous dit Philippe, et j'observe plusieurs signes du déclassement de l'Europe sur le plan économique. Comment y remédier pour la France de demain et retrouver une dynamique aussi forte qu'outre-Atlantique à l'échelle européenne? Et puis Eric, qui est également aux États-Unis, se demande comment la France, au sein de l'Union européenne, peut répondre à l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden et offrir un prix compétitif pour l'énergie à son industrie. Alors, je voudrais répondre à ces deux questions en disant que pour moi, c'est le grand défi de cette élection européenne. Nous vivons en fait un double décrochage et vous le voyez depuis l'étranger. Souvent, il faut partir pour voir la France le mieux. Vous voyez que nous vivons un double décrochage, celui qu'évoque Philippe, le décrochage de l'Europe dans le monde et le décrochage de la France en Europe. Les derniers chiffres du déficit budgétaire ont montré le dérapage de notre pays dans l'espace européen. C'est tout à fait frappant que cette trajectoire soit si singulière. J'en parlais ce matin même avec François Langlais sur LCI.
On voit à quel point, alors que tous nos voisins se désendettent, à quel point la France aujourd'hui est en train de continuer la dérive de ses finances publiques. Mais derrière la question budgétaire, il y a une question plus grave encore, je crois, c'est le déficit commercial français. Le fait que dans une Europe qui est globalement en excédent commercial, la France a enregistré l'an dernier son deuxième record historique de déficit commercial après l'année du Covid, après l'année de la guerre en Ukraine. 100 milliards d'euros de déficit commercial sur un an, c'est évidemment le signe que notre pays ne produit plus ce dont il a besoin, et c'est le signe d'un déclin économique, un déclin industriel. Alors face à ça, on a évidemment un devoir, celui d'apporter une réponse forte. Cette réponse, c'est d'abord celle de la réforme de l'État. Le déficit budgétaire, c'est le signe d'un État qui n'a jamais ponctionné autant de produits du travail des Français, qui n'a jamais autant emprunté, endetté les générations futures, et qui simultanément n'est plus capable de produire un service public fiable pour les besoins les plus essentiels et quotidiens des Français. Vous le voyez certainement si vous revenez en France régulièrement, on a aujourd'hui une dégradation de nos services publics dans la santé, à l'hôpital, dans l'école bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment, sur le plan de la sécurité, de la justice. Tous les services publics en France sont fragilisés. Donc il faut réduire le poids de l'État sur la société. On a la France aujourd'hui championne du monde des prélèvements obligatoires qui asphyxie sa propre économie, qui asphyxie la société française. Il faut sortir de cette dérive, il faut réduire le train de vie de l'État, il faut réduire la place que l'État prend dans la société française, il faut décentraliser, libérer enfin, il faut réformer l'État pour que les administrations centrales cessent d'être aussi importantes, de rajouter du contrôle, du process, de la complexité. Et il faut ainsi libérer les moyens pour investir vraiment dans l'économie réelle, ce que font les États-Unis avec l'IRA. Mais vous le voyez aussi si vous êtes en Chine, vous le voyez si vous êtes en Inde. Le monde aujourd'hui est rempli de puissances qui se donnent les moyens de leur compétitivité future par des investissements très forts dans la recherche, dans l'innovation. C'est là que se joue notre avenir et c'est là qu'il faut que pour le coup la puissance publique soit présente. On s'est battu au Parlement européen, on a bataillé pour faire en sorte que l'Europe ait une vraie réponse à l'IRA. Cette réponse, elle passe, Eric le pose dans sa question, par le sujet des prix de l'énergie. On s'est battu pour défendre notre filière nucléaire qui aujourd'hui est très profondément fragilisée parce que depuis 2012, elle a été l'objet des attaques successives de la gauche et du camp macroniste au Parlement européen. Je l'ai vu dans tous les débats que nous avons eus. Les élus macronistes ont voté contre le nucléaire à toutes les occasions possibles, y compris quand je déposais des amendements pour réintégrer, pour inclure le nucléaire dans les politiques européennes. On a réussi à gagner cette bataille aujourd'hui. La clé maintenant, c'est de construire une vraie politique industrielle en Europe qui permette effectivement que dans des secteurs stratégiques, on se donne les moyens de faire face à la concurrence déloyale qui est aujourd'hui en particulier celle de la Chine. Et ça va être l'un des très grands défis. Sur la voiture électrique, sur les panneaux solaires, sur le médicament de demain, il faut qu'on puisse faire en sorte d'éviter que le rouleau compresseur de la surproduction chinoise ne détruise nos filières industrielles. C'est l'un des enjeux majeurs du mandat qui vient. Donc que la France se réforme pour redevenir compétitive, que l'Europe assume une politique industrielle qui permette d'investir dans l'avenir, c'est je crois les deux réponses fondamentales dont on a besoin pour maîtriser notre destin. Voilà ce que je voulais dire sur le plan peut-être en particulier des politiques européennes, mais Ronan surtout n'hésite pas à me compléter autant que tu le souhaiteras. À travers ces deux questions, on voit bien aussi ce que les Français de l'étranger peuvent apporter à la France, c'est-à-dire le benchmarking. En français, on utilise ce mot de parangonnage, c'est-à-dire tous les Français qui vivent à l'étranger, dans le pays où ils résident, voient les politiques publiques qui fonctionnent. Et donc la France ne se tourne pas assez vers les Français de l'étranger pour leur dire « dites-nous aussi ce qui fonctionne dans votre pays et qui pourrait inspirer la France ». C'est aussi ça que ces deux questions révèlent. Et effectivement, on a besoin de regarder avec plus d'humilité ce qui se fait en dehors de notre pays. On vit encore français un peu trop souvent comme si on était sur une île. Je crois que les Français ne se rendent pas compte aujourd'hui que dans les autres pays du monde, il y a une énergie, une vitalité, un dynamisme qu'il faut qu'on arrive à retrouver nous aussi. Moi, je suis certain, on est certain ensemble, qu'il n'y a aucune raison que la France se mette sur le bord du chemin pour se laisser mourir à petit feu. Au contraire, on a des entreprises exceptionnelles, on a des talents, des compétences. On a d'ailleurs beaucoup de ces jeunes sur lesquels la France a investi depuis longtemps et qui malheureusement partent chercher leur chance à l'étranger parce que la France ne leur offre pas assez d'opportunités. On parlait de la santé, mais c'est le cas par exemple singulièrement dans le secteur de la médecine. Donc être capable d'attirer nous aussi des talents, être capable de former nos jeunes pour qu'ils puissent, en ayant eu l'occasion d'une expérience à l'étranger, investir demain dans le pays, c'est je crois aussi un défi qu'on a besoin de retrouver. Alors justement, on continue sur les finances publiques avec une question de Fabrice de Slovaquie. Est-ce que le monde politique, demande Fabrice,
se rend compte que comme tout citoyen, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens et qu'il faut par conséquent garder un équilibre budgétaire, si ce n'est un excédent, pour rembourser la dette ou mettre de côté en cas de coup dur. Fabrice, je partage totalement votre sentiment et je crois que malheureusement on vit un moment de grande irresponsabilité politique du côté de nos gouvernants. Ça me marque beaucoup, vous savez, les Français quand ils passent dans le rouge, parce qu'ils vivent un moment difficile sur le plan de leur budget personnel ou familial, le banquier il appelle tout de suite, et les Français savent ce que c'est que de devoir équilibrer leur budget, ils savent ce que c'est que de devoir assumer un budget. Et aujourd'hui, moi ce qui me frappe au gouvernement, c'est qu'on a l'impression que personne n'assume rien en réalité. Vous avez le ministre de l'économie qui est à Bercy depuis 7 ans et qui fait des livres pour dire que c'est important de bien tenir ses comptes. Et le président de la République qui est là aussi depuis 7 ans, qui était même à Bercy avant, et qui fait la leçon à son ministre de l'économie. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle, personne n'assume. Nous, notre règle, elle est claire avec les Républicains, et Éric Ciotti le disait ce matin dans une interview aux Parisiens, nous ne voulons pas que l'État se défausse sur les Français. On a aujourd'hui l'État qui prélève, on le disait, les finances publiques, les prélèvements obligatoires les plus importants du monde. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et ce dérapage budgétaire, et en fait, il y a 2 manières de regarder comment on pourrait le résoudre. La première manière, c'est celle qu'on propose, c'est de réformer l'État, de faire baisser le train de vie de l'État, de faire enfin les réformes nécessaires pour diminuer la dépense publique. C'est ce que la droite n'a cessé de dire et c'est ce que la France attend depuis des années. Et puis la deuxième manière, ce serait d'augmenter encore les prélèvements obligatoires. Et nous, on dit très simplement, si le gouvernement veut s'engager dans cette voie, alors on est prêt à y mettre un terme avec une motion de censure qui permettra de faire barrage pour protéger les Français. Ça, c'est vraiment pour nous la clé absolue de ce que nous devons aux Français pour la responsabilisation de l'État et de ce gouvernement qui malheureusement, vit une dérive qui n'a que trop duré sur le plan budgétaire. Là encore, sur la dette, les Français de l'étranger, nous observons dans nos pays de résidence parfois des pays qui fonctionnent beaucoup mieux, notamment dans la modernisation et la numérisation de l'État. Quand je vous dis ça, je suis sûr que derrière vos écrans, vous pensez dans votre pays de résidence à certaines situations où vous dites « mais pourquoi est-ce qu'on ne numérise pas de la même manière que dans le pays où je vis ?» Eh bien, là encore, il y a des économies extraordinaires à faire et là encore, les Français de l'étranger peuvent être les veilles qui permettent justement d'alerter la France en disant « regardez ce qui se passe dans tel ou tel pays, nous avons des possibilités d'économie considérables avec un service de l'État qui, in fine, donne davantage satisfaction encore aux usagers et donc aux Français. » Alors je continue évidemment avec d'autres questions, certaines qui touchent directement à la politique européenne. Xavier, qui est au Brésil, nous demande « Les représentants de LR ont voté à l'unanimité contre l'investiture d'Ursula von der Leyen. Si elle est malgré tout désignée pour la présidence de la Commission, quelle sera l'attitude des élus LR ?» Et Arnaud, qui vient de Luxembourg, écrit « Bonjour, en supportant votre candidature, j'ai l'impression de contribuer au succès ou au maintien en place d'Ursula von der Leyen, ce qui me pose un vrai problème de conscience. Ma compréhension est-elle correcte ?» Alors, cher Arnaud, je voudrais soulager votre conscience tout de suite. Et au-delà d'ailleurs de ce problème de conscience, vous rappelez l'équation politique telle qu'elle est devant nous aujourd'hui. En effet, nous disons depuis le début que nous ne sommes pas favorables à un nouveau mandat d'Ursula von der Leyen. Le sujet, c'est moins la personne que la ligne politique. Parce que ce que nous voulons dire à travers cela, c'est que l'Europe a besoin d'un nouveau cap. Pendant ces 5 dernières années, on a eu l'occasion très souvent de s'opposer aux textes portés par la Commission, encore tout récemment sur un texte qui s'appelait « Restauration de la nature » qui organisait la décroissance de la production européenne. Nous avons dit que nous ne voulions pas poursuivre ce cap politique qui organise la fragilisation des pays européens et nous avons besoin d'un changement de cap, nous avons besoin d'une nouvelle étape. Et donc, c'est le message que j'ai porté de manière claire au sein du groupe PPE, Éric Ciotti, lui, au sein du parti PPE. Nous sommes loyaux, nous sommes francs, nous ne cachons pas les problèmes, et donc je l'ai dit, d'ailleurs, y compris les yeux dans les yeux, à Ursula von der Leyen, nous ne la soutiendrons pas. Et elle n'était pas notre candidate en 2019, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposée dans cette place, elle ne sera pas plus notre candidate en 2024. Non seulement nous l'avons dit, mais nous l'avons fait. Parce que sur les 800 délégués, les 801 délégués très précisément du PPE qui votaient au congrès de Bucarest, Ronan était avec nous, eh bien seuls 400 ont voté en faveur de sa reconduction. Ce qui veut dire que plus de la moitié du parti politique PPE ne soutient pas en réalité la reconduction d'Ursula von der Leyen. Donc nous sommes relativement confiants sur le fait que
Effectivement, après l'élection européenne, c'est la bataille qui commencera le 10 juin, après l'élection européenne, il y aura une alternance, il y aura un changement de cap. En tous les cas, c'est ce que nous porterons, c'est ce que nous continuerons de porter. Et en votant pour nous, non seulement vous ne votez pas pour reconduire Ursula von der Leyen, mais vous votez pour la seule formation politique française qui ait les moyens d'obtenir qu'elle ne soit pas reconduite. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens pour la critiquer, mais il n'y en a pas beaucoup pour agir. Et si vous votez pour d'autres groupes politiques, si vous votez pour d'autres formations, eh bien vous allez voter pour des gens qui seront spectateurs de ce choix. La vérité, c'est que le PPE va très probablement arriver en tête de la prochaine élection européenne en Europe, et le PPE sera donc très probablement le premier groupe parlementaire européen. Et c'est donc au sein du PPE que la décision va se faire. Et si vous voulez absolument obtenir un changement de cap à la tête de la Commission, alors nous sommes les seuls à pouvoir agir là où ça va se passer pour obtenir effectivement cette nouvelle orientation dont l'Europe a tellement besoin. Donc vous voyez Arnaud, aucun problème de conscience. Et je voudrais dire à Xavier, je crois, c'est ça Xavier du Brésil, qu'effectivement, quoi qu'il arrive, notre ligne ne changera pas et nous serons ceux qui feront en sorte que ce cap politique change. Je saisis l'occasion pour dire qu'effectivement à Bucarest, au sommet du PPE, j'ai notamment pu observer combien la parole de François Xavier était écoutée et respectée au sein du PPE. Et donc c'est une force pour la France d'avoir quelqu'un comme Xavier François Bellamy qui a cette voix qui porte au Parlement européen et au sein du PPE. Je crois que c'était vraiment l'occasion de le dire, ça m'a vraiment frappé. Merci Ronan, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on aura partagé beaucoup de batailles ensemble. Vous savez d'ailleurs, Ronan le sait comme moi, hein, le travail européen, c'est pas seulement des concepts, des slogans, de la communication, c'est une bataille quotidienne. C'est un combat chaque jour. Parce que les pays européens sont évidemment des pays amis, mais comme entre tous les amis, il y a parfois des désaccords, des divergences, des agendas différents, des priorités qui peuvent ne pas toujours aller dans le même sens. Et donc nous, notre rôle à nous, c'est de faire entendre la voix des Français de métropole, mais aussi des Français des Outre-mer et des Français de l'étranger, faire entendre la voix des Français dans le débat européen. Et ça, c'est ce qu'on fait au PPE tous les jours avec nos amis du PPE, avec lesquels il arrive aussi qu'on n'ait pas toujours exactement la même ligne. Mais sur cette question, sur le sujet de l'avenir de la Commission européenne, je crois pouvoir dire qu'en réalité, on aura suscité autour de nous, on l'a vécu à Bucarest, en réalité une majorité alternative. Et c'est ça, ce combat quotidien qui porte ses fruits et qui pourra faire en sorte que les choses avancent vraiment. Alors, Benoît du Canada demande, une fois élu, accepterez-vous de prendre des mandats de conseil, lobbying ou représentation pour des entités externes au Parlement? Êtes-vous affilié à une quelconque entité liée à un pays du Moyen-Orient ou à la Chine? Alors Benoît, vous évoquez évidemment des débats qui ont été très lourds au Parlement européen au cours des dernières années. On a vécu le Qatargate qui a été un vrai traumatisme pour l'institution puisqu'on a vu à cette occasion des parlementaires qui ont manifestement, si les faits se confirment, ce que l'enquête dira ou pas, mais qui auraient en tous les cas accepté d'être financés par le Qatar en échange d'un discours favorable et davantage porté dans le débat parlementaire. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai été le spectateur avec beaucoup de tristesse de ces phénomènes de détournement, de travail d'influence qui ont malheureusement sali le travail de notre institution. On aura vu le groupe socialiste, malheureusement, entaché de beaucoup de scandales de corruption. On a vu aussi, à l'extrême droite, au Rassemblement national, des élus qui ont accepté de jouer le jeu de l'influence, certains pour la Russie, d'autres, j'ai eu l'occasion de le dire dans un débat récent à la télévision, d'autres pour l'Azerbaïdjan, par exemple, ou bien pour la Syrie. Et finalement, ceux qui prétendent le plus défendre les grandes valeurs morales à gauche, ou bien le patriotisme du côté du RN, sont parfois ceux qui ont le plus de difficultés concrètement à se mettre en ligne avec cette exigence essentielle. Nous, en tous les cas, bien, le groupe PPE n'aura été l'objet d'aucune critique au cours de ces 5 années et nous continuons à faire le travail patient, sérieux, responsable auquel nous sommes engagés pour défendre les Français. C'est la seule cause qui compte pour nous, c'est la seule chose qui nous intéresse. Je crois qu'on a un vrai grand travail à faire aussi pour améliorer la protection de nos institutions contre les ingérences étrangères, certaines comme la corruption, évidemment, qui appellent des réponses judiciaires. Mais vous savez, les ingérences, elles prennent aussi d'autres formes, parfois plus sophistiquées. Je pense par exemple à l'action de certaines ONG qui militent pour l'environnement, par exemple, mais qui en réalité obéissent à des intérêts étrangers ou qui sont financés par des acteurs étrangers. Pendant très longtemps, prenons cet exemple tout simple,
le lobbying anti-nucléaire de beaucoup d'organisations environnementales en Europe de l'Ouest a été l'objet d'un mécénat très actif de la part des acteurs gaziers venus de l'étranger, notamment de la Russie, et pour des raisons qui sont très faciles à comprendre. Parce que si vous voulez que l'Europe devienne de plus en plus dépendante du gaz qu'on peut lui vendre, vous avez tout intérêt à ce qu'elle sorte du nucléaire. Et cet effort d'influence, il a été mené avec succès dans un pays comme l'Allemagne, qui en fermant son parc nucléaire, après des années de combats antinucléaires sur son sol, a fini par se rendre très dépendante des importations de gaz en provenance de la Russie. Et donc on voit bien à quel point il faut qu'on rende nos démocraties plus robustes à l'égard de ces ingérences qui sont parfois plus sophistiquées que la corruption brutale. Et nous disons, avec des collègues du PPE, nous avons déposé un rapport pour demander la transparence sur le financement des ONG. Vous êtes un peu partout dans le monde témoins de ces grandes évolutions géopolitiques, de ce mouvement de la tectonique des plaques internationales. Vous voyez à quel point les intérêts sont forts et à quel point ils sont souvent divergents et conflictuels. Et aujourd'hui, ce que nous voyons au Parlement européen, c'est que les intérêts qui viennent de pays du monde entier cherchent à détourner la décision publique européenne en utilisant parfois des moyens très anciens et très médiocres et condamnables moralement, en utilisant parfois des moyens qui sont plus sophistiqués, plus dangereux, plus difficiles à détecter. Il faut qu'on soit capable de garantir la transparence du travail de nos institutions sur tous les plans, et la transparence des ONG fait partie de cette protection. Donc, comme tu l'as dit si justement, au Parlement européen, ce sont les groupes plutôt socialistes et l'extrême droite qui ont été épinglés par ces questions d'ingérence étrangère. Et tu l'as dit très justement, le PPE a été totalement épargné. Et je crois que c'est aussi une question vraiment de valeur morale fondamentale et absolument essentielle. Alors, je poursuis avec une question qui touche l'école. Stéphane, qui est également au Brésil, nous demande « Cela fait des décennies que plus de 20% des élèves sont en échec scolaire en France. Quelles mesures proposez-vous au niveau européen pour lutter contre l'échec scolaire ?» Stéphane, la question que vous posez, elle est décisive. Je crois que c'est la question la plus importante pour l'avenir du pays. Moi, je n'ai pas répondu d'ailleurs à la question précédente d'une manière aussi directe, mais non, je ne serai pas consultant ou lobbyiste ou avocat, puisque je suis très modestement professeur de philosophie. J'ai commencé dans mon parcours professionnel par enseigner pendant 10 ans dans l'éducation nationale, et je vois à quel point aujourd'hui la crise de notre école est le sujet le plus inquiétant pour l'avenir de notre pays, de son économie, de sa démocratie, de nos institutions, parce que pour qu'il y ait un pays demain qui soit uni, qui soit prospère, qui rayonne, qui puisse vivre un débat public authentique et libre, eh bien il faut qu'il y ait d'abord des citoyens qui soient formés et qui soient prêts à assumer les conditions de cet effort commun qui est une démocratie vivante et une économie prospère. Et ça, on en est très très loin aujourd'hui. En 2014, il y a 10 ans, j'ai publié Les Déshérités. C'était mon premier engagement public d'une certaine façon. C'était un livre qui voulait dire la réalité de la crise de l'école. C'était il y a 10 ans. À l'époque, je voyais beaucoup de gens me répondre « Ah mais non, mais tout va bien à l'école, le niveau n'a jamais été aussi bon, il ne faut pas faire l'oiseau de mauvais augure ». Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est que tous les jours, voilà, prenez ce qui s'est passé dans l'actualité récente de notre pays, que vous suivez certainement avec tristesse de plus ou moins loin, mais ce qu'on a vécu ces derniers jours, c'est un collégien tué devant son collège à Viry-Châtillon avant-hier. C'est une jeune fille passée à tabac devant son collège à Montpellier il y a 3 jours. Ce sont 5 collégiennes qui lynchent l'une d'entre elles en se filmant elle-même sur les réseaux sociaux à Tours il y a 4 jours. Chaque jour, en réalité, nous voyons de nouveaux faits de violence qui montrent le délitement éducatif de notre pays. Je l'ai dit il y a plusieurs années déjà, la France est en état d'urgence éducatif. Et d'une certaine façon, c'est pas l'Europe qui va résoudre ce problème à notre place, parce qu'on décroche en Europe. Vous évoquez le chiffre de 20% de jeunes. Effectivement, aujourd'hui, vous avez en France, à 18 ans, un jeune Français sur 5 qui ne sait pas lire le français. Nous avons aujourd'hui les élèves qui sont les plus mauvais en mathématiques de toute l'Europe. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et ça, c'est pas l'Europe qui le corrigera à notre place. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire au plan européen, c'est de s'inspirer de ce qui marche. C'est de mener ce benchmarking que tu évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, le mot en français, c'est... Le parangonnage. Le parangonnage. On va faire du parangonnage. Il faudrait aller voir ce qui se passe dans les autres pays européens. Il faut aller voir
comment les autres pays autour de nous réussissent à relever bien mieux que nous ce défi éducatif. Et ça, c'est évidemment une partie de la solution que nous devons mettre en œuvre. Le cœur du sujet, c'est de réussir à faire en sorte de rendre aux professeurs leur métier, de leur rendre leur mission, de leur rendre la possibilité de transmettre des connaissances. Dans mes échanges avec vous régulièrement, vous me faites part de ce qui fonctionne dans l'école d'un pays de résidence dans lequel vous êtes. Eh bien là encore, je crois que la France doit oser se tourner vers l'extérieur, regarder ce qui fonctionne aussi ailleurs, ne pas considérer que la France a raison sur tout, dans tous les domaines, tout le temps. Il suffit de regarder les classements internationaux. Quand la France décroche, c'est qu'il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Et donc il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Quels sont les pays dans le monde qui justement sont aux premières places et pourquoi? Et là, il y a un vrai rôle que vous pouvez jouer pour justement apporter à la France cette expertise dont vous bénéficiez. Certains d'entre vous enseignent dans des écoles à l'étranger, et je ne parle pas ici spécifiquement des lycées français à l'étranger, nous y reviendrons plus tard, je parle des établissements de droit locaux. Eh bien, cette expertise-là, la France l'ignore. Au lieu de vous demander ce qui marche, la France fait la sourde oreille, et là, il y a vraiment quelque chose à faire pour améliorer notre système éducatif. Et alors là, cher Ronan, justement, ça me fait une transition toute trouvée pour passer à une question qui revient très souvent quand on échange avec vous, bien sûr, une question parfaitement compréhensible, celle du fonctionnement de l'enseignement pour les Français de l'étranger et pour leurs enfants. On a une question de Claire, qui est en Allemagne, et qui nous dit que tous les Français ne souhaitent pas envoyer leurs enfants dans une école française pour quantité de raisons. Soutenez-vous le financement des écoles françaises par les parents concernés plutôt que par tous les non-résidents? Alors ici, il y a une question très, très large, très complexe et importante qui touche à la scolarisation des enfants des Français de l'étranger. Peut-être Ronan, on connaît très bien ce sujet, je vais le laisser répondre, mais moi je voudrais juste répondre d'un mot très rapidement pour dire que le cœur de notre vision, c'est qu'il est impossible d'admettre une inégalité entre les Français qui vivent en France et ceux qui vivent à l'étranger. Vous êtes Français, vous êtes citoyen français, vous devez pouvoir bénéficier des règles qui s'appliquent à tous les Français. Et aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait caractéristique d'une vision finalement assez orientée à gauche, qui a regardé les Français de l'étranger peut-être comme des nantis, comme des privilégiés, comme des gens favorisés, en fragilisant du coup des principes essentiels des droits qui leur sont dus. Les Français de l'étranger ne sont pas défavorisés, ce sont des Français qui travaillent, qui contribuent, qui font vivre le pays, même s'ils sont loin de son sol. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de leur apporter les réponses auxquelles ils ont droit, notamment sur le plan de l'éducation, avec une vraie liberté scolaire, pour répondre à la question de Claire, mais aussi avec un vrai respect de ce principe d'égalité qui doit régir les relations entre les Français et leur État. Pour les Français qui vivent à l'étranger, l'enseignement, c'est souvent la priorité numéro 1 quand vous vous adressez à nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux enjeux fondamentaux qui se croisent. Le premier, c'est vraiment la scolarité des enfants français à l'étranger. Et la seconde, c'est l'outil de diplomatie culturelle et d'influence, de rayonnement, on dirait le soft power, que représentent nos 523 lycées, écoles, collèges, lycées français à l'étranger. Nous disposons d'un outil de rayonnement hors du commun, avec une très grande qualité. En revanche, évidemment, vous le savez, nous avons une difficulté parmi d'autres, c'est les frais de scolarité qui sont tout à fait considérables. Et donc, il y a cette nécessité de revoir notamment la réforme nécessaire des bourses scolaires afin que les classes moyennes puissent aussi en bénéficier. On a toujours la même difficulté. Avec de très faibles revenus, les classes populaires bénéficient très largement des bourses scolaires dans nos lycées français à l'étranger. Ceux qui sont aidés par leur entreprise, parce qu'ils ont un contrat d'expatrié par exemple, n'auront pas la difficulté. Mais les expatriés, il y en a de moins en moins, vous le savez très bien. La majorité, l'immense majorité des Français de l'étranger sont en contrat local. Et donc, les classes moyennes sont trop riches pour bénéficier des aides et trop pauvres parfois pour pouvoir scolariser tous leurs enfants. J'ai vu ça dans un déplacement par exemple en Croatie d'une maman qui m'expliquait qu'elle ne pouvait payer la scolarité au lycée français que pour l'un de ses deux enfants. Vous imaginez le crève-cœur, comment choisir? Donc vous voyez, en fait, l'enjeu, il est là. Il est l'enjeu de la réforme fondamentale des bourses scolaires. Ça fait partie évidemment des combats que nous menons avec les Républicains.
parce que nous considérons que pour les Français, c'est non seulement nécessaire pour la vie des familles françaises à l'étranger, mais au-delà de ça, c'est nécessaire pour la France. Parce que quand on vit dans un pays qui est non francophone, il y a aussi la question de l'enjeu de la transmission de la langue, de la culture, et les familles ne peuvent pas le faire seules, surtout quand elles sont binationales, où le français n'est qu'une des deux langues parlées à la maison. Et donc, il y a un enjeu d'intérêt national français. Et si on considère que c'est l'intérêt national de la France de soutenir cet enseignement français à l'étranger, alors il faut changer de braquet, changer de dimension, et le gouvernement, malgré ses promesses, n'a jamais tenu de tels engagements. Et ça, c'est, je crois, un point fondamental parce que, moi je peux le dire sans avoir vécu complètement l'expérience d'un Français de l'étranger, mais je le disais tout à l'heure, je vis dans un environnement international, au Parlement européen, et moi je suis très frappé de voir à quel point aujourd'hui ce soft power français a reculé, faute d'investissement dans l'outil de transmission. Je le vois concrètement par le fait que dans les parlementaires européens avec lesquels je travaille tous les jours, bien souvent ceux qui ont, disons, la cinquantaine ou plus sont francophones, ils ont connu une francophonie active, impliquée, ils ont appris le français quand ils étaient enfants dans leur pays d'origine, mais ceux qui sont plus jeunes, souvent sont anglophones, germanophones, ils n'ont en réalité pas eu l'occasion d'apprendre le français. Et nous arrivons, nous, Français, en disant il faut respecter la diversité culturelle, il faut respecter la francophonie, il faut respecter le français qui est l'une des langues de travail de l'Union européenne, mais ça ne suffit pas en réalité d'imposer ça par la règle quand on n'a pas transmis ça dès l'enfance à la génération qui vient, à toutes ces générations dans les pays, même dans les pays européens, qui aujourd'hui n'ont plus cet outil exceptionnel, ou en tous les cas qui hérite d'un outil qui est profondément fragilisé. Donc investir dans notre AEFE, investir dans le réseau des établissements français à l'étranger, donner aux familles les moyens de pouvoir y scolariser leurs enfants, faire en sorte que ce réseau-là puisse continuer de faire rayonner la France, le français, la francophonie dans le monde entier, c'est un enjeu, tu le disais cher Ronan, d'intérêt national. C'est un enjeu stratégique. La France, elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas beaucoup de terres rares, elle n'a pas beaucoup de capacité d'extraire de son sol des produits qui puissent garantir demain sa présence dans l'équation internationale. C'est d'une certaine façon un petit pays en termes de surface. Tout son rayonnement vient d'abord de la culture, de la langue, de cet effort de la pensée pour se transmettre et se communiquer. Et c'est ce qui fait la force de la France, sa culture. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'investir massivement dans cette force-là pour retrouver une vision stratégique de l'avenir. Donc derrière cette question de la scolarité, il y a un sujet très concret et quotidien pour vous, tu le disais cher Ronan, mais il y a aussi un sujet pour l'importance, la place de la France, son rayonnement dans les décennies qui viendront. Alors, pour répondre très précisément à la question qui a été posée également, il y a un enjeu lié à Parcoursup. Vous le savez, les enfants français à l'étranger peuvent passer leur bac soit dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mais aussi, et c'était vraiment l'objet de la question, dans un établissement local. Et là, nous avons constaté à plusieurs reprises que Parcoursup a des difficultés à traiter ces demandes. Parce que, effectivement, le système de notation local n'est pas le même qu'en France, les options choisies, etc. Et donc, nous exerçons une pression constante sur le gouvernement pour revoir Parcoursup, en particulier pour ces Français bacheliers dans le pays de résidence qui n'ont pas passé un baccalauréat français, mais qui ont passé un baccalauréat local et qui ont parfaitement, légitimement, le droit de vouloir poursuivre leurs études en France. Et donc ça fait partie notamment des pistes de développement indispensables, la révision de Parcoursup pour ces bacheliers français qui n'ont pas été scolarisés dans le réseau de l'AEFE. Alors si on poursuit sur cette question internationale, et d'ailleurs c'est l'occasion, ce que tu disais, de dire tout notre soutien à tous les élèves qui ont vécu la panne de Parcoursup il y a quelques jours, qui a créé, je le vois avec mes anciens collègues qui me racontent encore aujourd'hui leur quotidien, tellement d'inquiétudes dans les familles et chez les élèves. Et là aussi, encore un signe malheureusement que notre pays a du mal à vivre complètement une stratégie digitale offensive et efficace. Sur la question de l'international et du rayonnement de la France à l'étranger, une question de Claire en Allemagne
qui nous demande quels sont les efforts entrepris en vue d'une défense européenne et comment nous jugeons les relations avec le gouvernement allemand, notamment sur la question du soutien à l'Ukraine. Alors, chère Claire, d'abord sur cette deuxième question, je voudrais vous dire que moi je suis très inquiet de la panne du dialogue franco-allemand aujourd'hui, qui est vraiment très très impressionnante et même historique d'une certaine manière. La relation entre la France et l'Allemagne n'est pas celle d'un couple toujours heureux où tout se passe toujours bien, mais malgré tout et malgré les difficultés, il y a toujours eu entre nos pays une responsabilité évidente de travail en commun pour faire en sorte de créer l'équilibre dont l'Europe a besoin. Et aujourd'hui, cet équilibre n'existe plus. L'Allemagne a sa part de responsabilité. J'ai eu l'occasion de le dire au chancelier Scholz au milieu d'une session plénière quand il est venu au Parlement européen. Mais la France aussi a sa responsabilité parce que son décrochage industriel, économique, budgétaire fait d'elle un pays qui n'est pas fiable, qui ne tient pas ses engagements et qui ensuite fait la leçon à tout le monde, mais d'une manière assez peu crédible. Et c'est ce qui se passe aussi sur le soutien à l'Ukraine. Quand j'entends le président de la République lancer dans le débat l'idée complètement théorique d'une entrée de troupes françaises en combat sur le sol ukrainien contre l'armée russe, quand j'entends que le président de la République ensuite traite de lâche et parle d'esprit de défaite en évoquant nos voisins européens qui alertent sur la Russie depuis bien plus longtemps et qui soutiennent l'Ukraine beaucoup plus concrètement que la France, eh bien je vois à quel point nous sommes malheureusement toujours piégés par le stéréotype d'une forme d'arrogance française. Nous en faisons moins que les autres, nous sommes moins sérieux, moins fiables, et ensuite nous faisons la leçon à tout le monde. Ce dont les Ukrainiens ont besoin, c'est d'abord d'un soutien concret de l'industrie de défense européenne, c'est qu'on leur fournisse les munitions, les matériels, les équipements qui leur sont nécessaires pour tenir aujourd'hui sur le front. Ils n'ont pas besoin de spéculations théoriques tout de suite démenties par l'OTAN et par l'immense majorité des pays européens sur l'entrée de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Ils veulent d'abord qu'on leur livre ce dont ils ont besoin en urgence. Et de ce point de vue-là, malheureusement, la France n'est pas au rendez-vous. Je crois que ce sera la même chose sur la question de la défense européenne. On n'aura pas demain une armée européenne pour beaucoup de raisons. Et la première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas une démocratie européenne avec un modèle de sécurité, avec un modèle d'armée. C'est ça la diversité qui fait la saveur de l'Europe. Il y a des pays européens, plusieurs démocraties, et qui peuvent s'associer pour se renforcer, y compris sur le plan de la défense. Je crois d'abord par l'industrie de défense. Moi, j'ai été rapporteur sur le Fonds européen de défense, un fonds de 8 milliards d'euros, qui a pour premier effet de contribuer à faire que les entreprises de nos pays puissent investir ensemble dans des projets de recherche et de développement en matière d'industrie de défense. Avec les Républicains, nous proposons de tripler ce fonds européen de défense. Nous proposons de faire en sorte qu'il soit réservé à des entreprises européennes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que les États-Unis ont mené un lobbying très déterminé pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Nous disons que les Américains sont bien sûr nos amis, ce sont nos alliés, mais lorsque nous voulons mettre des moyens du contribuable européen dans l'industrie de défense, il faut que ce soit dans l'industrie européenne, parce que les Américains eux-mêmes ont besoin d'une Europe qui soit forte pour pouvoir construire un monde qui soit plus sûr. Et donc ça, c'est le travail qui est devant nous aujourd'hui, travail, je le redis, pas théorique et spéculatif, mais un travail très concret pour faire en sorte que par notre industrie, nous renforcions la défense de l'Europe. Emmanuel Macron aura eu tout faux dans ces débats. Il a parlé d'armée européenne, il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, et maintenant il parle d'économie de guerre. Il se plante à chaque fois. Et notamment, il y a, et c'est une donnée fondamentale du macronisme, une différence entre les paroles et les actes. Il prône l'économie de guerre, il n'y a absolument pas d'économie de guerre concrètement sur le territoire français. Et c'est une des constantes du macronisme. C'est-à-dire, vous voyez, on parlait juste avant d'enseignement français à l'étranger, il annonce le doublement du nombre d'élèves à l'horizon 2030, ça s'appelle l'agenda 2030, le rythme n'y est absolument pas. Systématiquement, il y a de grandes annonces et la politique mise en œuvre n'est pas la conséquence des mots prononcés. C'est une des grandes caractéristiques du macronisme et qui, je crois, laissera les Français groggy au bout de 10 ans. Alors, on a deux autres questions sur les sujets internationaux. Évidemment, ce sera difficile d'y répondre de manière synthétique, mais Henri, qui est en Mongolie, nous demande « Votre groupe cherchera-t-il à organiser et unifier davantage le monde libre pour répondre efficacement aux défis posés par les dictatures, notamment la Chine populaire ?» Vous avez tout à fait raison, Henri. Je crois que c'est assez inquiétant que dans le débat actuel, on parle
seulement de la Russie. Bien sûr, la Russie est un sujet majeur, elle représente aujourd'hui une menace pour la sécurité de l'Europe, mais il n'y a pas que la Russie, et si la géopolitique mondiale devient de plus en plus inquiétante, c'est aussi parce que d'autres pays connaissent des trajectoires préoccupantes. La Chine, évidemment, est l'un de ceux-là, et par son poids, son importance, elle contribue à, je crois, elle doit nous obliger à une réponse qui soit forte. Je pense en particulier à une réponse industrielle. On voit aujourd'hui la Chine qui est dans un mouvement de surcapacité industrielle absolument terrible parce que sa demande interne est faible et sa production est de plus en plus importante. Et donc la Chine est en train de déverser ses produits sur nos marchés. Comme les États-Unis ont riposté de manière plus rapide, l'Europe est la première cible aujourd'hui. On le voit en prenant simplement cet exemple, dans le monde dans la filière des panneaux solaires ou bien du véhicule électrique. C'est une des raisons qui fait que nous nous sommes opposés à la logique du 100% véhicule électrique en 2035, porté par les macronistes et les Verts, parce que c'est un cadeau à l'industrie chinoise. Ils sont en avance là-dessus et nous leur offrons par là même un accès à notre marché qui va bouleverser profondément l'industrie automobile européenne, ses emplois, ses savoir-faire. Cette filière qui est si structurante pour nos pays va se retrouver en très grande difficulté à cause de ce choix purement idéologique. Donc nous disons au contraire qu'il faut sortir de la naïveté, assumer de protéger le marché européen comme les États-Unis le font. Ils ne le font pas par protectionnisme, ils le font par réalisme. Et nous voulons rendre à nos entreprises, nous sommes la droite, nous n'avons pas peur de la concurrence, mais nous voulons rendre à nos entreprises, à nos industries européennes, des conditions de concurrence loyales. Et ça veut dire sortir de la naïveté face à la Chine qui est aujourd'hui un compétiteur global, parce que derrière cette compétition industrielle, économique, il y a une stratégie de dépendance organisée pour le continent européen qui demain nous rendra vulnérables à ce projet politique complet que la Chine porte aujourd'hui, qui est un projet alternatif évidemment à celui de nos démocraties. À travers la question d'Henri qui est établie en Mongolie, on voit bien qu'en réalité il pose aussi la question de l'attrait que peut représenter le G7, le G20 par rapport aux BRICS. On le voit bien, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui deviennent des BRICS+, qui en réalité accueillent de nouveaux pays membres dans cette organisation des BRICS+, alors que personne ne vient toquer à la porte du G20. Et donc effectivement, cela doit nous interroger et les Français qui vivent à l'étranger observent cela avec beaucoup plus de réalisme, d'acuité que les Français en métropole. Et je crois que là, il y a vraiment un apport des Français de l'étranger qui voient le monde évoluer avec beaucoup plus de finesse et de justesse que le regard que parfois l'on porte depuis la métropole. C'est là où la France doit changer son regard, non seulement sur les Français de l'étranger, mais sur le monde. C'est avoir une vision beaucoup plus juste de ce qui se passe et des grands équilibres qui sont aujourd'hui en jeu. Il nous reste un quart d'heure et encore beaucoup de questions. Ma prédiction se réalise, on ne pourra pas répondre à tout le monde malheureusement. C'est l'occasion de saluer ceux qui sont connectés et qui réagissent en direct. Jean-Dominique qui vient d'intervenir complète cette question sur la Chine en disant « Pourquoi avez-vous dit aujourd'hui sur LCI que ce n'est pas réaliste d'envoyer des troupes en Ukraine? N'est-ce pas la seule issue pourtant? Comment allez-vous me convaincre que LR protégera mieux l'Ukraine et donc la France? Vu de Chine, les conséquences désastreuses d'une gestion dictatoriale sont très concrètes. » Bien sûr, je partage évidemment, Jean-Dominique, votre réflexion sur le risque que représente la compétition de ces modèles autoritaires par rapport à nos démocraties aujourd'hui. Simplement, ce que j'ai dit ce matin, et je le maintiens, c'est que, en effet, il n'est pas sérieux de faire croire que nous allons envoyer des troupes françaises, des troupes occidentales combattre les troupes russes en Ukraine. Vous le remarquerez comme moi, ça ne s'est jamais produit pendant des décennies de guerre froide que des troupes de pays de l'OTAN aillent affronter directement les soldats soviétiques au sol. Ça ne s'est jamais produit pour une raison assez simple, c'est qu'il y a entre nos pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la grammaire d'une dissuasion nucléaire qui joue à plein et qui interdit à nos États de rentrer en confrontation directe, sauf risque de conflagration mondiale qui serait évidemment désastreuse. C'était aussi la position du général de Gaulle qui était d'une très grande fermeté vis-à-vis de l'Union soviétique, mais qui disait le danger de l'entrée dans une troisième guerre mondiale qui sèmerait la mort à très grande échelle. Le vrai sujet
Et ce dont ont vraiment besoin les Ukrainiens, vous le constaterez comme moi d'ailleurs, le président Zelensky ne demande pas qu'on lui envoie des soldats. Il demande des munitions, des armes, des matériels. Et de ce point de vue-là, la France, qui est l'année dernière, le deuxième pays exportateur au monde en matière d'industrie de défense, qui est la première armée conventionnelle en Europe, la seule armée de l'Union européenne à disposer de la force nucléaire, la France arrive dans les derniers pays donateurs, dans les pays qui ont soutenu l'Ukraine. La France arrive dans les derniers rangs parce que nous n'avons pas fait le travail. Ronan, tu le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas passés en économie de guerre. Vous demandez comment LR aiderait mieux l'Ukraine que le gouvernement actuel. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a quelques jours, avec le général Gomard, ancien patron des forces spéciales françaises, qui est numéro 3 sur notre liste, avec Céline Imar, qui est numéro 2, nous avons été visiter une usine dans le centre de la France qui fabrique des véhicules blindés. Elle fabrique notamment, elle remet en condition des véhicules blindés français pour les envoyer en Ukraine. Nous visitions cette usine pour comprendre comment aujourd'hui se configure cette question pour l'industrie de défense française. Et nous avons demandé à ceux qui nous faisaient visiter, est-ce que vous êtes passé au 3-8, au 2-8 ? Mais non. L'entreprise fonctionne toujours aux 35 heures, normal. Ça n'est pas que les salariés ne veulent pas travailler plus. Ils se sont préparés dès le début de la guerre en Ukraine pour être organisés, prêts à passer au 3-8 si on le leur demandait. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de commande. Et le seul contrat que l'État a passé avec eux pour soutenir l'Ukraine se termine dans quelques jours. Ils n'ont aucune visibilité sur ce qui se passera ensuite. Alors que les véhicules blindés qu'ils produisent sont ce dont l'Ukraine a le plus besoin pour préserver la vie de ses soldats. Aujourd'hui, si nous étions au pouvoir, j'espère que nous pouvons dire que si nous étions au pouvoir, cette entreprise, elle aurait un carnet de commandes bien rempli et qu'elle travaillerait au 3-8 pour fournir massivement à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Et pas seulement à l'Ukraine, mais à notre propre armée. Parce que c'est l'armée française aujourd'hui qui est, pour reprendre les mots des spécialistes, échantillonnaire. C'est l'armée française aujourd'hui qui n'est pas taillée à l'échelle pour aller faire une guerre de haute intensité. Nous avons vécu quand même, les Français qui sont établis en Afrique le savent bien, nous avons vécu des revers très durs pour nos soldats, nos militaires qui ont pourtant combattu avec détermination, qui ont payé le prix du sang. Nous avons vécu des revers très durs au cours des derniers mois, au Mali, au Niger, et on voudrait nous faire croire que nous sommes au niveau pour aller combattre l'armée russe. Je crois que tout ça n'est pas sérieux, et en disant ça, je ne fais que redire ce qu'a dit l'OTAN, ce qu'ont dit la plupart des pays européens, ce qu'ont dit les États-Unis d'Amérique. On ne les suspectera pas d'être trop favorables à la Russie ou trop peu désireux de soutenir l'Ukraine. Ils le font bien plus, bien mieux, avec bien plus de détermination que la France, malheureusement, ne le fait aujourd'hui. Donc oui, lutter pour nos démocraties, oui, lutter pour la liberté de l'Ukraine, oui, lutter pour que Vladimir Poutine ne réussisse pas sa démonstration, mais le faire de façon concrète avec ce que les Ukrainiens demandent et pas avec des spéculations théoriques qui sont surtout, malheureusement, une manière de dissimuler la réalité de ce faible investissement du pays, de ce faible investissement de l'État dans le travail nécessaire pour défendre les Ukrainiens. François-Xavier, fin décembre, j'étais en déplacement à Kiev avec la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, et je ne peux que confirmer, étayer ce que vient de dire François-Xavier. Tous ceux que nous avons rencontrés, que ce soit le directeur du renseignement militaire, le chef d'état-major des armées, le ministre des armées, tous nous ont dit ce dont nous avons besoin, c'est de munitions. Et donc c'est exactement ce que dit François-Xavier. Au-delà des mots que peut prononcer le gouvernement, la vraie question c'est de quoi les Ukrainiens ont-ils besoin ? Ils ont besoin de munitions. Et effectivement, Zelensky lui-même ne demande pas l'envoi de troupes. Ils ont besoin de munitions. Donc en réalité, c'est ça la vraie question. C'est est-ce que si on veut les aider, on leur donne ce dont ils ont besoin pour des victoires tactiques et stratégiques. Et c'est ça, malheureusement, c'est sur ce terrain-là que, malheureusement, je crois, nous ne sommes pas aujourd'hui complètement au rendez-vous. Alors, je reviens à quelques questions qui touchent spécifiquement la vie des Français de l'étranger. Et peut-être, Ronan, tu vas pouvoir m'aider parce que tu connaîtras mieux ces questions très concrètes. L'une d'entre elles concerne la fiscalité. Les Français qui vivent hors de l'Union européenne doivent payer, nous dit Jérémy du Canada, plus d'impôts qu'un Français qui vit en Europe. On paye plus d'impôts pour un service inexistant, encore une inégalité au pays de l'égalité. Alors effectivement, ça pose notamment la question de la CSG-CRDS et de façon plus globale la question de la fiscalité en France, de la résidence d'un Français de l'étranger. Quand on habite à l'étranger, disposer d'un pied-à-terre, d'un appartement, d'une maison en France, c'est bien plus qu'un lieu de villégiature. Déjà, c'est un potentiel refuge.
On peut penser évidemment aux Français d'Ukraine, aux Français du Soudan, aux Français du Mali. Ils ont besoin d'un refuge potentiel en cas de difficulté. Mais c'est aussi l'attachement à la France que l'on préserve, la possibilité de continuer à transmettre l'amour de la France, l'amour de la langue à ses propres enfants lors de ces séjours passés en France. Et donc cette résidence, que nous voulons être une résidence d'attache, doit avoir une fiscalité adaptée, hybride, intermédiaire entre la résidence principale et la résidence secondaire. Cela a fait notamment l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée et que j'ai fait adopter par le Sénat et qui vise justement à revoir la fiscalité de la résidence en France pour les Français de l'étranger pour la rendre plus favorable. Et par ailleurs, effectivement, se pose la question de la CSG-CRDS qui aujourd'hui n'est pas appliquée de façon juste entre les différents Français de l'étranger. Chaque année, en projet de loi de finances, nous déposons, le groupe Les Républicains, des amendements pour justement supprimer la CSG-CRDS pour tous les Français de l'étranger. Le gouvernement, là encore, fait l'inverse de ce qu'il dit. Il ne met pas en œuvre cette suppression globalisée de la CSG-CRDS. Et donc, il faut toujours être très attentif entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il fait vraiment au Parlement. C'est une manière, cher Renan, de répondre aussi à la question de Marielle en Australie, qui dit que cette pénalité en matière d'imposition fiscale est l'occasion de bien des promesses électorales, mais que rien ne change. Vous voyez qu'en réalité, ce qui compte, et je crois que c'est aussi un point très important, à travers ce que vient de dire Renan, ce qui compte, c'est de regarder les actes. Parce que dans toutes les périodes électorales, et celle qui s'ouvre ne fera pas exception à la règle, dans toutes les périodes électorales, vous aurez droit à beaucoup de belles paroles, beaucoup de belles promesses. Mais regardez qui aujourd'hui se bat pour faire en sorte de corriger ces inégalités. C'est à travers ta proposition de loi, la majorité LR au Sénat. C'est à travers les amendements que vous portez sur la CSG, la CRDS, les groupes LR au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, c'est aujourd'hui le gouvernement qui bloque ces évolutions qui sont si nécessaires. C'est la majorité gouvernementale qui empêche aujourd'hui qu'on arrive à corriger ces inégalités qui sont pourtant effectivement révoltantes. Alors je continue, toujours une question qui touche directement les Français de l'étranger. Voilà, la question des retraites. Alors c'est Michel qui est aux États-Unis qui nous dit « Savez-vous que les Français de l'étranger ont d'énormes difficultés à percevoir leur retraite de France ? J'ai fait ma demande en août 2022, cela fera 2 ans en août 2024, je n'ai rien touché. Sommes-nous des citoyens de seconde classe ?» Et Marie, qui est en Suède, nous dit que les caisses de retraite complémentaires Agir Carco sont tenues d'opérer plusieurs prélèvements sur les allocations payées aux retraités. Les retraités français non résidents doivent injustement payer largement plus que ceux qui sont en métropole. Là aussi, une question très, très concrète. Oui, beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, effectivement, touchent une partie souvent de leur retraite parce qu'ils sont polypensionnés, ils ont cotisé une partie de leur vie en France, une partie de leur vie dans un ou d'autres pays, et donc une partie de leur retraite vient de France. Et effectivement, à travers l'établissement des certificats de vie, la numérisation des certificats de vie, nous avons un dysfonctionnement absolument scandaleux des retraites. Et il m'arrive régulièrement d'être interpellé par vos élus locaux des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, délégués consulaires, qui ont connaissance de cas particuliers de Français qui vivent à l'étranger et qui ne touchent plus leur retraite parce que le certificat de vie n'est pas arrivé à temps, par exemple. Et on voit bien que la Startup Nation est une vaste fumisterie. En réalité, tout ça n'a pas été mis en œuvre, tout ça n'a pas été numérisé, alors que cela faciliterait considérablement la vie au quotidien des retraités français à l'étranger et des Français de l'étranger de manière générale. Donc il existe des solutions techniques pour pouvoir régler ces problèmes. Nous avons déjà auditionné des experts en la matière, notamment avec la reconnaissance faciale, nous pourrions éviter les certificats de vie et donc vraiment faciliter les démarches administratives. Mais la Startup Nation promise par Emmanuel Macron n'ayant pas tenu ses promesses, il nous appartiendra certainement de mettre en œuvre cela si vous nous faites confiance, parce que des moyens existent pour vous faciliter la vie concrètement. C'est vraiment pas compliqué, il suffit de numériser et c'est tout à fait à portée de main de l'État français. Et c'est d'ailleurs une urgence parce que quelqu'un qui ne touche pas sa retraite, j'ai aussi été saisi de cette question régulièrement, mais c'est des situations de vie qui deviennent dramatiques. Et on voit bien aujourd'hui que
l'absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, qui est terrible, témoigne d'une forme d'indifférence au fond. Il y a bien sûr la différence de niveau de prélèvement qui a quelque chose de cette inégalité très idéologique, mais il y a aussi la pure inefficacité dans la réponse concrète à apporter à des Français qui aujourd'hui sont privés de leur retraite et donc de moyens de subsistance. Et ça, je crois que c'est aussi un enjeu central. Quand on voit simultanément l'importance de la fraude sociale sur des retraites pour des personnes qui sont supposées être ressortissants vivants à l'étranger, mais qui ne sont jamais contrôlés, on voit que ceux qui auraient droit à la retraite ne la touchent pas, alors que beaucoup qui n'y auraient pas droit, voire qui sont déjà décédés, continuent de se voir verser de manière régulière une pension. Il y a là quelque chose comme, encore une fois, une incohérence scandaleuse. Peut-être une dernière question, cher Ronan, parce qu'elle concerne directement le contexte de notre échange. Pourquoi n'y a-t-il pas, demande Richard, aux États-Unis, pourquoi n'y a-t-il pas de vote électronique cette fois, contrairement à 2022 ? Personnellement, je ne vais pas faire 2 fois 7 heures de route pour voter à Chicago. Et ça, c'est une question qui revient assez souvent, celle du vote électronique ou celle de la difficulté d'aller voter. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet d'expression démocratique pour les Français de l'étranger. Alors en 2022, il s'agissait des élections législatives. Les Français de l'étranger peuvent voter par voie électronique aux élections consulaires, aux élections législatives, notamment parce que les 11 députés des Français de l'étranger, eux, ont à disposition pour les Français le vote électronique, alors que les 566 autres députés français de métropole et d'outre-mer n'ont pas le vote électronique. Eh bien, effectivement, la question que vous posez est parfaitement légitime. Mettre en œuvre le vote électronique à toutes les élections pour les Français de l'étranger, ça semble être une évidence. Et donc là encore, j'ai envie de dire que c'est à nouveau une promesse non tenue de la Startup Nation. Beaucoup de mots, beaucoup de promesses, peu de mise en œuvre. Rappelons que c'est sous Nicolas Sarkozy que le vote électronique a été mis en œuvre pour les Français de l'étranger, donc il y a déjà bien longtemps. Et donc notre famille politique a plutôt été précurseur pour favoriser le vote électronique. Et évidemment, nous souhaiterions que tous les moyens nécessaires pour favoriser la participation démocratique des Français de l'étranger dans cette élection européenne, comme dans toutes les autres, soient mis en œuvre. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français seront retenus de se rendre aux urnes par les difficultés qui leur sont créées sur le chemin de l'élection, et c'est évidemment un grand problème. Je termine du coup par là, parce que je voulais vous dire encore à quel point nous voulons vraiment faire en sorte que votre voix soit entendue dans cette élection européenne. Cette élection européenne, par définition, elle concerne singulièrement les Français établis hors de France, ceux qui sont bien sûr aujourd'hui dans toute l'Europe, mais aussi hors d'Europe, parce que c'est une élection qui va toucher la place de la France dans le monde, la place de la France dans le continent européen et dans les grands enjeux mondiaux qui se dessinent devant nous. Et vous savez à quel point ces enjeux sont lourds, importants, décisifs pour notre avenir. Aujourd'hui, on a besoin que vous fassiez entendre votre voix. Je crois que beaucoup de Français qui vivent en France ne voient pas la France aussi bien que vous la voyez, ne la connaissent pas aussi bien que vous la connaissez. Parce que voir la France depuis les États-Unis, la Chine, depuis l'Australie, le Brésil, tous ces pays où vous nous avez écrit aujourd'hui, c'est connaître, comprendre mieux quelle est sa position relative dans un monde où jamais l'accélération n'a été aussi forte et où jamais nous n'avons sans doute été autant en perte de vitesse. On a besoin que vous disiez ça. On a besoin de votre voix. On a besoin que vous preniez votre part dans ces élections européennes. C'est la raison pour laquelle, avec Ronan, j'ai eu la grande joie de rencontrer les conseillers consulaires, les conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger il y a quelques semaines de cela. Je suis allé rencontrer les Français de l'étranger dans les pays où je me suis rendu, y compris pendant cette campagne. On avait vraiment voulu organiser cette visio pour faire en sorte qu'au début de cette campagne, vous ayez la parole, qu'on puisse répondre à votre question. On reste évidemment à votre disposition pour continuer d'y répondre. Pardon à tous ceux auxquels nous n'aurons pas pu apporter une réponse. Mais voilà, on voulait vraiment, avec Ronan, avec tous les parlementaires LR des Français établis hors de France, avec tous les élus des Français de l'étranger, de notre famille politique, avec tous les élus de la délégation française au Parlement européen, vous dire à quel point nous comptons sur vous pour prendre votre place dans cette campagne, pour nous dire les sujets que vous pensez devoir voir porter dans cette élection, pour nous alerter sur des sujets même très précis, très concrets, sur lesquels vous pensez qu'il faudrait que notre famille politique puisse s'engager. J'espère pouvoir être votre voix
pendant les 5 ans qui viendront, mais nous avons besoin que vous soyez notre voix. Beaucoup de Français établis hors de France ont pu croire par le passé à cette illusion de la Startup Nation dont tu parlais. Beaucoup ont pu croire qu'Emmanuel Macron serait celui qui représenterait leurs aspirations. Je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu d'ouvrir les yeux sur la réalité du bilan. Et nous avons besoin de vous pour reconstruire aussi une famille politique, une droite française qui puisse demain relever notre pays sur toutes les questions que vous avez évoquées. J'espère que nous serons capables ensemble d'apporter les bonnes réponses avec vous, à travers vous, pour la France, pour l'Europe et bien sûr pour l'équilibre du monde que notre pays doit continuer de servir comme il l'a fait dans son histoire. Je connais François-Xavier Bellamy depuis des années, avec qui je travaille régulièrement, et je peux vous dire toute l'attention particulière qu'il porte aux Français de l'étranger. Il nous le témoigne encore une fois aujourd'hui. François-Xavier Bellamy est un des avocats des Français de l'étranger au Parlement européen, et ça, pour nous, c'est une chance. Je voudrais remercier encore Ronan pour le temps que nous allons partager ensemble. On reste encore une fois à votre disposition. On aura l'occasion de vous proposer d'autres rendez-vous, d'autres moments pour poursuivre cet échange d'une autre façon. En tous les cas, je voulais vous remercier d'y avoir participé, d'avoir pris de votre temps. Pour certains très tôt, pour d'autres très tard. Vous pouvez aussi revoir cette visio à distance. Vous pouvez partager le lien avec vos amis pour leur montrer le travail que nous faisons aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser cet échange. Et je termine en remerciant tous ceux qui l'ont rendu possible, en remerciant Augustin, Julien, Guilain, Arnaud, toute l'équipe. Merci encore à vous tous. À très bientôt.